ce qui va se passer en ce qui concerne l'avenir de la végétation. Vous avez ici, sur la carte en haut à droite, la répartition sur la planète de ce qu'on appelle les biomes, c'est-à-dire les grands types dominants de végétation, par zone de résidence. Donc vous voyez par exemple que ici, vous avez de la forêt tropicale, dans l'Afrique équatoriale également, et puis pour ce qu'il en reste, en Indonésie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ici, vous avez plutôt de la savane, de même qu'en Afrique tropicale, etc. Il y a des endroits où vous avez des déserts, des endroits où vous avez des forêts tempérées, et des endroits où vous avez des forêts boréales, un peu plus haut, puis des endroits où vous avez de la savane, ou de la toundra. De la toundra, pardon, pas de la savane, ici. C'est pas vraiment la même latitude. Ça, c'est la répartition actuelle. Cette carte-là vous donne de manière très schématique ce qui gouverne la possibilité d'avoir un écosystème donné à un endroit de la planète. Vous voyez, en fait, vous avez ici en ordonnée la température moyenne annuelle de la zone en question et en abscisse les précipitations annuelles moyennes de la zone en question. Et vous voyez que, par exemple, quand il y a très peu de précipitations, quelle que soit la température, vous allez trouver des déserts et des semi-déserts. Quand vous avez un petit peu plus de précipitations, quelle que soit la température, c'est pour ça que j'ai confondu les deux tout à l'heure, selon l'endroit où vous êtes, vous avez de la toundra ou vous avez de la savane, mais enfin, en gros, vous avez des endroits où il ne pousse pas grand-chose. Puis vous allez avoir des forêts, puis vous allez avoir des forêts humides. Alors évidemment, les forêts humides, il faut qu'il pleuve plus que dans les forêts sèches. Ce que vous voyez sur cette répartition des écosystèmes par grandes zones climatiques, c'est que quand vous changez les précipitations, ou quand vous changez de plage de précipitation, vous changez d'écosystème en place beaucoup plus vite que quand vous changez la température moyenne annuelle. En d'autres termes, ce qui va faire qu'un écosystème va rester prospère ou pas, ça va beaucoup plus être les variations des précipitations que les variations de la température annuelle moyenne. Et l'une des raisons pour lesquelles on ne voit pas les dangers liés au changement climatique quand on en parle dans la grande presse, c'est que la grande presse se focalise sur les températures. Je suis à peu près sûr que vous n'avez quasiment jamais vu de variation de précipitation en millimètres de pluie dans un article de la grande presse en ce qui concerne le changement climatique. Or, c'est essentiellement les variations des précipitations qui vont faire qu'il va y avoir des dégâts ou pas de dégâts. La température va jouer aussi, mais c'est le couple, on va dire, le couple précipitation-température qui fait qu'il y a des dégâts ou pas de dégâts. Je vais vous donner un exemple très national. Imaginons que vous ayez un viticulteur dans votre famille. Eh bien, si la température au printemps se radoucit dans un printemps sec, il s'en fiche. Si ça se radoucit dans un printemps humide, il s'en fiche pas du tout parce qu'il voit apparaître des tas de parasites. Hein. La différence entre les deux, c'est pas la température, c'est les précipitations. C'est exactement pareil en ce qui concerne les forêts. Imaginons que la moyenne des températures en France reste exactement ce qu'elle est et que les précipitations perdent 25 ou 30% en moyenne. Vous n'avez pas besoin de toucher aux températures pour faire disparaître l'essentiel des forêts. Donc, les précipitations, c'est un élément qui va gouverner l'évolution des zones favorables pour les écosystèmes beaucoup plus que les températures. Pas de chance. C'est justement le paramètre sur lequel la visibilité des modèles est moins bonne qu'en ce qui concerne les températures. Température, c'est plus robuste comme conclusion. Les précipitations, c'est plus difficile parce que, comme je vous le disais la dernière fois, les précipitations dépendent essentiellement de processus de petite échelle, typiquement les nuages, qui ne sont pas pris en compte de manière explicite dans les modèles qui sont utilisés. Donc d'avoir des conclusions robustes et fiables avec un très faible écart type en ce qui concerne les précipitations est quelque chose qui est beaucoup plus difficile qu'en ce qui concerne les températures. Alors une fois que je vous ai donné toutes ces précautions d'usage, je peux quand même vous donner quelques exemples de choses qui pourraient arriver. On va prendre un premier exemple. Ici vous avez une simulation qui a été réalisée par l'INRA, c'est-à-dire le laboratoire de recherche publique qui est chargé de l'agronomie dans notre pays. Vous avez deux cartes. La première vous donne la distribution du hêtre en France aujourd'hui. Vous avez donc quelque chose qui est gradué du bleu au rouge et qui est la probabilité d'occurrence, la probabilité de rencontrer un hêtre, on va dire, dans les forêts du coin. Voilà, pas si vous marchez les yeux bandés un lendemain de fête. Non. Voilà, donc en gros, ça correspond à la distribution, à l'importance relative du hêtre dans ce que vous allez rencontrer.
Alors ce que ça dit en gros cette carte, c'est que sur le pourtour du bassin méditerranéen, la probabilité que vous en rencontriez un est nulle, sauf si vous avez un jardin d'hiver et quelqu'un qui en a fait un bonsaï, mais sinon c'est nul. Et que plus vous allez du sud-ouest vers l'est, et plus la probabilité d'en rencontrer est élevée. En gros, ils se sentent particulièrement bien là, ils se sentent particulièrement bien dans le massif central, ils se sentent encore à peu près bien dans le nord, et puis plus vous allez vers l'ouest, et moins ils se sentent bien. Mais vous pouvez encore en trouver. Ici, vous avez la distribution du hêtre dans un climat qui a été modifié avec le scénario d'émission le plus bas de la fourchette. Donc le scénario émission constante ou quasi constante. Eh bien, vous voyez que dans l'essentiel du pays, enfin exactement des façades maritimes du pays, il n'est plus possible de trouver du hêtre, il n'est plus possible non plus d'en trouver dans le couloir rhodanien. En Bretagne et dans le nord, vous avez encore la possibilité d'en trouver, mais pas beaucoup. Et vous avez un réservoir, voilà, il en reste en montagne, ici, et puis dans les Vosges et le Jura, et puis ailleurs, bon, ma foi, il n'y en a plus énormément. Il faut bien voir que dans ce genre de simulation, c'est malheureusement la partie blanche qui est la plus robuste. C'est-à-dire que là où vous êtes complètement sorti des paramètres climatiques nécessaires à la vie du hêtre, vous êtes raisonnablement sûr qu'il n'y en aura plus. Ailleurs, vous n'en savez rien. Parce que ce genre de simulation ne prend pas en compte l'apparition éventuelle de ravageurs, la compétition entre espèces, les incendies, ou le fait que les gens ils auront tout coupé parce qu'il n'y aura plus de pétrole. Je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit au moment du cours sur le charbon, c'est le charbon qui a sauvé les forêts françaises. On était en train de couper tout le bois disponible pour alimenter les forges, et le charbon est apparu et a fait qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la déforestation. Donc ce genre d'évolution, ça ne tient que pour autant que les hypothèses que vous faites soient raisonnables. Et en particulier, ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y a des tas de trucs qui, en général, font plutôt que ça pourrait être pire que mieux, ne sont pas pris en compte dans ce genre de simulation. Avec les mêmes réserves, vous avez ici une autre simulation qui porte sur l'aire de distribution du sapin. Voilà. Donc, vous avez aujourd'hui des sapins dans les massifs montagneux, essentiellement. En 2100, avec un climat qui serait modifié par le scénario d'émission le plus bas, encore une fois. Donc là, il n'est pas question d'un scénario charbon haut, c'est vraiment le scénario d'émission le plus bas. Eh bien, en gros, le sapin a disparu de quasiment partout. Vous en retrouvez encore un peu dans le massif central. Il a disparu de quasiment partout, sauf une partie des Alpes, les Alpes du Nord, et une petite partie du Jura. Voilà. C'est à faire avec les mêmes réserves que ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que si d'ici à 2100, vous avez 5 étés 2003 ou un peu pire, l'un derrière l'autre, vous pouvez très bien avoir quelque chose qui... Je vous rappelle que l'orme, par exemple, est un arbre qui a disparu des forêts françaises. Personne ne sait si c'est le réchauffement climatique, mais c'est quelque chose qui est allé assez vite. Donc il y a un jour un parasite qui est apparu, une maladie, et les ormes ont été éradiqués de France. Encore une fois, ce genre de processus n'est pas pris en compte dans ce genre de simulation. Je vais vous donner un autre exemple de processus qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps dans notre pays. Vous avez une maladie des végétaux qui s'appelle l'oïdium, qui est un petit champignon qui apparaît sur les feuilles et qui a tendance à les rabougrir. Ça empêche les feuilles de bien se développer. Quand ce parasite apparaît sur un arbre qui a déjà formé ses feuilles, ça lui bouffe un peu les feuilles existantes, mais ça l'empêche pas de vivre. Quand ce parasite apparaît sur les bourgeons, parce que la température a été plus clémente l'hiver et donc il a pu se développer plus tôt, eh bien ça empêche considérablement plus les feuilles de se développer, et si ça apparaît plusieurs années successives, l'arbre meurt, parce qu'il est incapable de reconstituer ses réserves. Bon ben là vous avez typiquement un exemple dans lequel vous avez une espèce d'effet transistor, c'est-à-dire qu'un petit effet sur une petite bête, en l'occurrence, qui ne fait que décaler de 1 ou 2 mois la date à laquelle la petite bête commence à produire ses conséquences, ça peut avoir des gros résultats et causer la disparition d'une espèce qui avait là un point de faiblesse, c'était son talon d'Achille. Ce genre de processus, ça rentre typiquement dans la dernière ligne rouge que je vous avais montrée sur le transparent introductif, c'est-à-dire c'est des processus sur lesquels, s'il doit y avoir une mauvaise surprise, on le saura quand la mauvaise surprise sera là. C'est très difficile de modéliser à l'avance ce genre de choses.